Et fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV, bienvenue. Les titres de ce 20h. Effondrement d'immeubles au Sénégal, surtout à Dakar, inquiète les Sénégalais. Selon les citoyens rencontrés, ce phénomène peut être expliqué de diverses manières. Aïssatou Ba a fait le tour de la capitale. Vous les entendrez en début d'édition. Et puis, nous allons parler du lancement officiel de la phase 2 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes ce jeudi. Après la première phase, ces entrepreneurs ont bénéficié d'un soutien d'une enveloppe de 107 milliards, un financement qui s'inscrit dans l'agenda Sénégal 2050, nous dit le Premier ministre Ousmane Sonko. Vous entendrez les explications dans ce journal. Et puis, Amsatou Gano nous fera le portrait du nouveau pape de l'Église en fin d'édition. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Les effondrements répétitifs de bâtiments remettent au goût du jour les problèmes de construction. Aïssatou Ba est allée à la rencontre des Sénégalais à lambda pour recueillir leur avis sur la question. Les citoyens rencontrés énumèrent différentes raisons qui, selon eux, peuvent expliquer le phénomène. Reportage signé Aïssatou Ba. Dakar connaît un boom immobilier, mais malheureusement, on note souvent l'effondrement de bâtiments avec son lot de drames et de désolation. Plus récemment, ce jeudi 8 mai à Ngor, un immeuble R+3 s'est effondré à moitié. Cet ouvrier explique ce qu'il pense être les causes techniques de ce phénomène. Il peut y avoir des problèmes d'abord sur la construction et le travail des entrepreneurs. Par exemple, pour creuser un souterrain, il faut tenir compte du bâtiment d'à côté. Laisser 1 mètre pour ne pas toucher l'autre. Autre chose aussi, on ne peut pas vouloir construire un R+10 ou +7 sans respecter les normes. Ça demande une quantité de fer, de ciment et un type de plan normal. Imaginez un bâtiment où il y a 8 étages, il y a des fer de 6 ou fer de 8. La vétusté de certaines bâtisses est aussi une cause réelle de ce problème, avance ce citoyen. La vétusté des bâtiments est l'une des causes de l'effondrement. Les propriétaires doivent être responsables, agir en temps, parce que souvent ils réagissent tardivement, ce qui n'est pas normal. Chaque bâtiment a une durée de vie. Il ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des signes annonciateurs. Il appelle ainsi le gouvernement à des mesures de contrôle pour des raisons sécuritaires. Le gouvernement a une responsabilité. Il doit prendre des mesures au niveau de la DESCOS, c'est-à-dire suivre l'évolution des bâtiments, contrôler la construction pour éviter le pire. En 2021, le rapport final de la commission technique sur la problématique des effondrements des bâtiments au Sénégal avait recensé 1446 édifices à risque sur l'étendue du territoire national, dont la moitié se trouve à Dakar. Aujourd'hui, plus que jamais, ce problème des effondrements continue à inquiéter et appelle des solutions urgentes. La phase 2 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes PAVI 2 est lancée officiellement ce jeudi par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une initiative présentée comme un levier majeur de transformation économique du Sénégal. Dans son discours, il a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les femmes, les jeunes et les porteurs de projet. Le PAVI 1, ce sont aussi des piliers de femmes et des jeunes qui ont été financés. Le Premier ministre a expliqué que le PAVI 2 s'inscrit pleinement dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, doté d'une enveloppe de 107 milliards de francs CFA. Il est au micro de Mansour Diassi. Je me réjouis d'être devant vous à l'occasion d'un moment historique.
qui consacre à la fois la clôture d'un chapitre inspirant, la phase 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, le PAVI, mais également l'ouverture d'une nouvelle ère de ce même programme, nouvelle ère plus prometteuse, celle de la phase 2 du PAVI. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un programme, nous célébrons une vision partagée, un rêve abouti, celui d'un Sénégal audacieux, porté par l'énergie de ses femmes et de ses jeunes, par la créativité de ses entrepreneurs et par l'agilité de ses dirigeants, ainsi que la robustesse de ses institutions. Et le programme dont nous clôturons aujourd'hui la phase 1 pour en ouvrir immédiatement la seconde, avec un financement de 74,4 milliards pour la première phase. Ce programme dont la phase 1 a permis de financer 24 628 initiatives entrepreneuriales est un programme important pour le Sénégal. Le PAVI, ce sont aussi ces milliers de femmes et de jeunes de tous les coins du Sénégal qui ont réussi le pari de l'autonomisation économique et sociale. Le PAVI 2 s'inscrit résolument dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont il constitue un des leviers opérationnels avec une enveloppe de 107 milliards. Pour régler les problèmes d'eau du village de Moudéri dans le département de Bakel, les membres de l'association Oremo regroupant les fils du retour de la diaspora ont construit un forage d'un montant de 113 millions de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité l'infrastructure. Cheikh Tidiane Dièye a salué l'engagement de la diaspora pour accompagner les communautés. Ces dernières ont profité pour réclamer le désenclavement de la zone, l'aménagement de mares. Les détails avec Amadou Diallo depuis Tambacounda. Pour rencontrer les habitants de Moudéri dans le département de Bakel seront conjugués au passé. En effet, l'association Oremo, qui regroupe les fils du terroir basés pour la plupart à l'étranger, vient de doter le village de Moudéri d'un château d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes construit sur fonds propres. Nous avons considéré il y a quelques années déjà que l'accès à l'eau potable et à l'eau population était devenu une nécessité. Donc nous, dans la diaspora, nous souhaiterons des projets que nous soumettons à des partenaires. On a fait un premier forage pour un montant de 120 millions de francs CFA qui est devenu rapidement exigu pour une population qui s'agrandit. Nous avons tenu à renouveler notre investissement dans un nouveau forage pour un montant de 113 millions de francs CFA. Et ce nouveau forage d'une capacité largement supérieure de 150 mètres cubes sera capable en fait de fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population pendant des décennies. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui a visité l'infrastructure, a souligné la contribution importante des Sénégalais de la diaspora qui participent au développement du pays. Et l'exemple de Oremo en est une parfaite illustration. Au nom du gouvernement, vous félicitez très sincèrement et très vivement. Puisque lorsque vous venez aider le gouvernement dans ce qu'il a à faire, vous montrez que vous avez pris conscience et vous comprenez que ce gouvernement vous a aussi appelé à venir faire ce qu'on a appelé le don de soi pour la patrie. Vous n'avez pas attendu pour le faire, vous le faites déjà depuis très longtemps. Nous allons vous renforcer dans tous les niveaux. L'association Oremo compte plusieurs actions dans les domaines de l'éducation et de la santé, mais aujourd'hui le principal problème est l'enclavement. C'est pourquoi il demande la réalisation de routes pour désenclaver la zone, l'aménagement aussi des mares pour des projets de développement et surtout des ouvrages pour pouvoir faire face aux inondations. Parlons à présent de l'Agence nationale de l'État civil, ANEC, qui a validé ce jeudi 8 mai à Dakar l'argumentaire religieux pour la promotion de l'enregistrement à l'État civil en présence de plusieurs participants venus de toutes les régions. À ce propos, je vous propose d'écouter Amadou Manel Fall pour plus de détails. Dans le cadre de la modernisation du système d'État civil, notre objectif c'est d'enregistrer chaque Sénégalais, que chaque citoyen soit visible au niveau de l'État civil. Et pour le faire, il faut mettre en place des équipements, moderniser le système avec la digitalisation, la formation sur l'application de gestion des faits d'État civil. Mais il est important et utile aujourd'hui de comprendre qu'au-delà des équipements et des infrastructures mises en place, il faut
sensibiliser vers l'enregistrement universel. Et la sensibilisation passe par les leaders d'opinion, mais surtout les imams. Cette activité donc, entre en droite ligne avec les mesures prises par le Premier ministre, issues de la réunion interministérielle du 18 mars 2025, notamment pour la déclaration systématique des naissances, mariages et décès. L'élaboration de cet argumentaire s'inscrit dans cette démarche inclusive. Il montre de manière claire que la déclaration à l'état civil est parfaitement conforme. C'est pourquoi je lance un appel pour l'engagement actif des imams, chroniqueurs religieux, maîtres coraniques, responsables d'associations islamiques ou des daïras pour porter ce message. Vous pouvez vraiment aider le gouvernement à régler le problème de la non-déclaration à l'état civil, car vous êtes les relais de confiance, les gardiens des valeurs, les voix que les familles écoutent. À quelques semaines de la Tabaski, le marché du tissu et des chaussures bat son plein. Mais au marché Tilène, les vendeurs de tissus disent ne pas se plaindre, même si les clients sénégalais se font désirer, car révèle-t-il, c'est plutôt les gens de la sous-région qui font des achats à destination de leur pays d'origine. Pour les vendeurs, les commandes se font plus rares. Ils se sont exprimés au micro de Ndéla Ndiaye Sérignon dans ce micro-trottoir. Nous les écoutons. Tabaski bi moom vraiment ñi ngi ci mais instant bii nii ci jamono ji ñu toll nii mois bii nii étranger la ñuy gën a gis. Pour les préparatifs de la Tabaski, les clients viennent petit à petit, surtout les étrangers. C'est eux que l'on voit très souvent. Ils viennent acheter pour ramener dans leur pays. Il n'y a que des nouveautés comme HKG, Djipir, fil à fil anglaise et des cirques. Ay stagiaires, ay nouveautés ici Djipir, ay fil à fil anglaise. Oui, les commandes viennent petit à petit, mais malheureusement, les marchandises sont très chères. L'année dernière était meilleure. Avec la concurrence déloyale des boutiques chinoises, on ne parvient plus à vider nos marchandises. Pour l'instant, tout se passe bien. Les clients viennent faire leurs achats malgré que les temps sont durs. Mais ça va quand même. Les tissus se diffèrent selon les modèles. Il y a un changement contrairement aux années précédentes. Déjà, à l'approche de la fête, les clients venaient par groupe, alors qu'ils sont rares pour l'instant. La boutique inondée de monde en ces périodes. Et on parvenait à écouler nos marchandises et vendre tout ce qu'on fabriquait. Maintenant, les choses ont changé. Les nu-pieds sont les plus prisés. Les étrangers viennent toujours les acheter. Le Sénégal, L'Église a un nouveau pape après le décès de pape François. Le cardinal américain Robert Prévost, 69 ans, a été élu pape ce jeudi 8 mai. Ce religieux augustin a longtemps été missionnaire au Pérou avant d'être appelé à Rome par François en 2023 comme préfet du dicaster pour les évêques. En le choisissant, les cardinaux confirment le choix d'une église ouverte, multiculturelle et missionnaire. Son portrait avec Amsatou Gano. Cardinal Robert Francis Prévost, américain de naissance, ancien préfet du dicaster pour les évêques et missionnaires au Pérou, a été élu pape par le collège des cardinaux. Il a choisi le nom de Léon XIV. Il est né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans le quartier de Dalton. Il a étudié les mathématiques, la théologie et le droit canon avant d'être ordonné en 1982 au sein de l'ordre des Augustiniens et de partir en mission au Pérou. Robert Francis Prévost, il est le 267e pape de l'Église catholique, américain de naissance. Il est issu d'un père d'origine franco-italienne et d'une mère d'origine espagnole. Créé cardinal en 2023 par François qui a porté son ascension au Vatican. Il était, avant son élection, membre de cette dicaster. Robert Francis Prévost occupait notamment la tête du puissant dicaster des évêques, ce qui en faisait le conseil du précédent pape sur les nominations des prélats. En choisissant le nom de Léon XIV, le cardinal Robert Francis Prévost prendra la succession de son prédécesseur
François, mais aussi du précédent Léon XIII, qui a été pape de 1878 à 1902. Le nouveau pape Léon XIV a déploré le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès et le pouvoir lors de sa première messe en tant que chef de l'Église catholique dans la chapelle Sixtine au Vatican. ¡Ay, Papa! Nos emocionamos todos. Estamos realmente conmovidos en el medio de la... Nous restons dans le même sillage pour parler de la messe d'inauguration du pontificat du nouveau pape Léon XIV qui aura lieu le dimanche 18 mai à la place Saint-Pierre, a annoncé vendredi 9 mai le Vatican. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues pour cet événement qui se déroulera 10 jours après l'élection de Robert Francis Prévost comme premier pape d'origine américaine et chef spirituel de quelques 1,4 milliard de catholiques. Les services de sécurité ukrainiens ont affirmé ce vendredi 9 mai avoir arrêté 2 espions hongrois présumés dans la région de Transcarpathie Ouest, une première sur fond de relations tendues entre les deux pays voisins. La Hongrie a rapidement réagi en expulsant 2 diplomates ukrainiens, les accusant d'espionnage et dénonçant les constantes campagnes de dénigrement de Kiev. À présent, parlons du sport avec la CAN U20. Après 2 sorties sans victoire, le Sénégal a su se relever au meilleur moment opposé à une RDC ce jeudi. Les Lionceaux se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Cheikh Tidiane Thiam et d'Ibrahima Dian, un succès qui propulse les hommes de Serigne Saliou Dia en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 où une autre compétition commence. Écoutons la réaction du coach Serigne Saliou Dia après la rencontre. Il faut rendre grâce à Dieu. Donc féliciter un peu les joueurs. Bon, encourager aussi l'équipe du Congo qui est une très belle équipe. Voilà, c'est un match, on en a fait une finale, donc il fallait passer par tous les moyens passés, parce que ça c'est important. Je pense que notre sortie ne nous permettait pas de sortir tout de suite. Mais on a eu à mobiliser les ressources nécessaires, on a eu à beaucoup discuter, on a eu à essayer de récupérer les gens. Donc c'est ça en fait qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on est là pour continuer plus ou moins l'aventure. Ben, je pense que l'entraîneur, il est là, les matchs se passent, il est en train d'analyser. En face, il y a l'adversaire aussi qui est là. Donc maintenant, tu vas mettre un plan tactique spécial par rapport aux forces et aux faiblesses de l'adversaire. Je pense que c'était important qu'on essaie de maîtriser du ballon. Parce que c'est une équipe qui défend en bloc, mais qui n'est pas structurée. En plus, c'est une équipe qui laisse beaucoup d'intervalles. Donc c'était important pour nous, voilà, d'avoir des joueurs au cœur du jeu. Voilà, pour nous permettre encore une fois de contrôler et de jouer nos excentrés. Parce qu'il nous fallait aller très vite sur les flancs. C'est une équipe aussi qui est très mature. Donc c'était important, nous, de mettre du rythme, de l'intensité. Voilà, c'est ça qu'on a fait, ce qui les a poussés à faire des fautes. Offensivement, si on a 4 pénalités, j'avais applaudi pour prendre tous les matchs. Je pense que les stratégies, non, les stratégies, c'est une partie importante de la tactique maintenant. Ce qui est important, c'est des matchs qui se tiennent de près. Hein. Ça se joue sur des détails. Ça peut être des stratégies, ça peut être marqué. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on se procure beaucoup d'occasions dans le match. C'est vrai qu'il y a une efficacité plus ou moins offensive. Mais je pense qu'on était dans le doute, on était en doute de rentrer chez nous, donc c'était important encore une fois qu'on s'assure. Maintenant là on va prendre du plaisir, je pense qu'on va prendre du plaisir, on va essayer de mettre notre stratégie, de mettre tout ce qu'on a fait en place. Une autre bonne nouvelle pour le Sénégal après la qualification des Lionceaux à la CAN U20 en quart de finale. Sachez aussi que les Lions du foot de plage ont réussi aussi à se qualifier en demi-finale en battant l'Italie sur le score de 4-3 ce jeudi. Pour la deuxième fois de leur histoire, les protégés de Ngala Sylla se sont ici à ce niveau de la compétition après 2021. Avec ce succès, le Sénégal envoie un message fort à ses concurrents et confirme une fois de plus son statut de grand d'Afrique dans cette discipline. Ibrahima Chita, le précurseur de cette discipline au Sénégal, ancien coach et ancien joueur, revient sur la performance des Lions au téléphone de Mansour Diassé et se projette sur les demi-finales. Nous l'écoutons.
Je dirais quand même la satisfaction que j'ai ressentie hier. Moi, ce qui m'a impressionné, mais nous qui sommes toujours derrière cette équipe-là, il y a des choses qui se passent dans cette équipe-là, des fois aussi, ça ne nous surprend pas. Et je crois que ça fait 8 fois que nous sommes en Coupe du Monde. Celle qu'on a réalisée jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. Là, vous nous avez toujours posé des questions à savoir, mais qu'est-ce qui manquait à cette équipe-là pour arriver à un haut niveau? On n'a pas répondu parce qu'on n'avait pas encore la réponse. Et je crois que la réponse est en train d'être donnée par l'entraîneur qui est là, qui a fait toutes les étapes avec cette équipe-là comme joueur, comme entraîneur. Et je crois que ce qui nous manquait, je crois que ça fait 8 fois qu'on a été en Coupe du Monde. Quart de finale, la dernière, on est allé jusqu'en demi-finale. Mais chaque fois, vous nous posez la question à savoir, mais qu'est-ce qui manque à cette équipe-là pour arriver au même niveau que les autres? On s'est tué, on savait qu'il y avait quelque chose qui manquait et cette chose-là, nous allons la chercher. Je pense bien que cette chose est arrivée en Afrique et aux îles Seychelles. Et cela s'est prouvé pendant les matchs qu'on a joués, surtout le match d'hier. Maintenant, ils savent qu'il y a certains matchs, c'est le mental qui les gagne. Et c'est ce qui est arrivé dans cette équipe-là. Ngala connaît parfaitement. Mais je l'ai dit tantôt, comme on dit à Wolof, et puis il faut écrire l'histoire de cette discipline-là. Et c'est dire que c'est une opportunité pour nous d'être au moins les premiers Africains à jouer une coupe en finale de Coupe du Monde d'abord. Il faut gagner le match des demi-finales pour accéder en finale. Donc le chemin est encore parchemin d'embûches. Et on va rencontrer une très belle équipe de Biélorussie qui nous a battus à Abu Dhabi pour être en finale. Tous nos encouragements et nos félicitations à nos braves Djambar et prions pour le reste de la compétition. Et nous souhaitons les voir avec les 2 trophées ici au Sénégal. C'est cette page sportive qui met fin à ce 20h, présentée par Abdoulaye Gueye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui a assuré la coordination et la réalisation à la partie